Chapitre 5. Lettre de Miss Mina Murray à Miss Lucy Westenra. 9 mai. Ma très chère Lucy, pardonne-moi mon long silence, mais c'est bien simple, j'ai été littéralement accablé de travail. La vie d'une institutrice n'est pas toujours commode, j'ai hâte d'être avec toi, au bord de la mer pour bavarder sans fin et bâtir nos châteaux. En Espagne, oui, j'ai beaucoup travaillé ces temps-ci parce que je veux pouvoir collaborer avec Jonathan. J'étudie assidûment la sténographie, de cette façon, quand nous serons mariés, je pourrai l'aider, prendre en sténo toutes ses notes et les dactylographier ensuite, car j'apprends également à écrire à la machine. J'y passe des heures entières. D'ailleurs, il nous arrive parfois, à tous les deux, de sténographier nos lettres, et je sais qu'en voyage, il tient un journal sténographié, lui aussi. Quand je serai chez toi, je ferai de même, je commencerai un journal et écrirai chaque fois que j'en aurai envie, et j'imiterai tout ce qui me passera par la tête. Je ne pense pas qu'il m'intéressera beaucoup les autres, ce n'est du reste pas à leur intention que je le tiendrai. Peut-être le montrerai-je un jour à Jonathan si un passage ou l'autre en vaut vraiment la peine. Mais ce sera pour moi avant tout comme un cahier d'exercice. Je voudrais faire ce que font les femmes journalistes, prendre des interviews, décrire ce que j'ai vu, essayer de me rappeler des conversations entendues et les rapporter fidèlement. On me dit que, avec un peu de pratique, on se souvient aisément de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'on a entendu au cours d'une journée. Enfin, nous verrons. Je me réjouis de te parler de mes petits projets. Je viens justement de recevoir un mot de Jonathan, qui est toujours en Transylvanie. Il va bien et il sera ici dans une semaine environ. Je voudrais déjà l'entendre me raconter tout son voyage. Cela doit être fort merveilleux de voir tant de pays. Je me demande si un jour nous voyagerons ensemble et je veux dire, Jonathan et moi, 10 heures sonnent, au revoir. Affectueusement à toi, Mina. PS. Quand tu m'écriras, dis-moi tout, cela ne t'est plus arrivé depuis longtemps. Je crois avoir entendu parler d'un beau grand jeune homme aux cheveux bouclés. Lettre de Lucy Westenra à Mina Murray, mercredi 17, Chatham Street. Ma très chère Mina, avoue que ton reproche n'est pas fondé. Je t'ai écrit 2 fois depuis que nous nous sommes quittés et ta dernière lettre était seulement la 2e que tu m'envoyais. En outre, je n'ai rien de nouveau à te dire, rien vraiment qui puisse t'intéresser. Nous sortons beaucoup, soit pour aller visiter des expositions de tableaux, soit pour faire dans le parc des promenades à pied ou à cheval. En ce qui concerne le grand jeune homme aux cheveux bouclés, je suppose que tu fais allusion à celui qui m'accompagnait au dernier concert. Des bruits ont évidemment couru. C'était monsieur Holmwood. Il vient souvent en visite chez nous et maman et lui s'entendent très bien. Ils s'intéressent aux mêmes choses. J'y pense, nous avons récemment rencontré quelqu'un qui serait, comme on dit, fait pour toi si tu n'étais pas déjà fiancé à Jonathan. C'est un excellent parti, un jeune homme beau, élégant, riche et de très bonne naissance. Il est médecin et très intelligent. Figure-toi qu'il n'a que 29 ans et qui dirige un hospice d'aliénés très important. Monsieur Holmwood me l'a présenté et lui aussi maintenant a pris l'habitude de nous faire visite. Je crois que c'est l'homme le plus ferme, le plus résolu que je connaisse, même en temps le plus calme. Il semble être d'un caractère imperturbable. J'imagine le pouvoir étonnant qu'il doit exercer sur ces malades. Il vous regarde toujours dans les yeux, comme s'il voulait lire vos pensées. Il agit souvent de la sorte à mon égard, mais je me flatte de pouvoir dire qu'il n'a pas encore atteint son but. Il me suffit de me regarder dans un miroir. As-tu jamais essayé de lire sur ton propre visage? Moi, je l'ai fait, et je t'assure que ce n'est pas perdre son temps, mais c'est bien plus difficile que l'on croit avant d'avoir essayé. Ce médecin prétend que je suis pour lui un cas psychologique assez curieux et en toute humilité, je pense qu'il a raison. Mais la psychologie, tu le sais, je ne m'intéresse pas assez à la mode pour pouvoir décrire ce qui se porte. La mode est une scie, c'est là une façon de parler, de l'argot, peu importe, comme dit Arthur. Voilà toutes les nouvelles. Mina, depuis l'enfance, nous nous sommes toujours dit l'une à l'autre tous nos secrets. Nous avons dormi ensemble, pris nos repas ensemble, ri et pleuré ensemble.
ce que j'éprouve, je ne sais pas comment j'ose faire de telles confidences, même à toi. J'ai peur de m'arrêter d'écrire car alors je déchirerai peut-être cette lettre et d'autre part, je ne veux pas m'arrêter d'écrire car je désire tant tout te raconter. Réponds-moi immédiatement, dis-moi franchement tout ce que tu penses, Mina. Il faut bien que je m'arrête. Bonsoir, prie pour moi, Mina, et prie pour mon bonheur. Lucie. PS. Inutile de te dire, n'est-ce pas, que ceci est un secret. Bonsoir encore, elle. Lettre de Lucie Westenra à Mina Murray. 24 mai. Ma très chère Mina, merci, merci et encore merci pour ta gentille lettre. Je suis si heureuse de pouvoir me confier à toi et de savoir que tu me comprends. Ma chérie, un bonheur ne vient jamais seul, comme les vieux proverbes disent vrai. J'aurai 20 ans en septembre et jusqu'à ce jour personne ne m'avait jamais demandé en mariage, du moins jamais sérieusement. Et voici qu'aujourd'hui j'ai reçu 3 propositions de mariage. Oui, 3 propositions en une seule journée. N'est-ce pas terrible? Je suis si triste, si sincèrement triste pour 2 pauvres garçons. Oh Mina, mon bonheur est tel que je ne sais que faire. 3 demandes en mariage. Ne le raconte surtout pas à nos amis, elles pourraient se mettre en tête toutes sortes d'idées extravagantes, se croire offensées et dédaignées si durant la première journée de vacances qu'elle passe chez elle, elle n'en recevait pas moins de 6. Il y a des jeunes filles si légères, si vaines. Tandis que nous, ma chère Mina, qui sommes fiancés et sur le point de nous établir sagement dans le mariage, nous méprisons pareille vanité. Mais il faut que je te parle de tous les 3. Tu me promets, n'est-ce pas, de garder le secret? Jonathan, lui, évidemment, tu peux le mettre au courant. Lui seul. Car s'il s'agissait de toi, moi, j'en parlerai certainement à Arthur. Une femme doit tout dire à son mari, n'est-ce pas, cher? Et mon premier désir est de ne pas avoir de secret pour le mien. Un homme, et ils sont tous pareils, aime que les femmes, et surtout la sienne, soient sincères. Mais les femmes, je les crains, ne sont pas toujours aussi franches qu'elles devraient l'être. Eh bien, ma chère, voilà, le numéro 1 est arrivé vers midi. Au moment où nous allions nous mettre à table pour le déjeuner, je t'ai déjà parlé de lui, c'est le docteur John Seward, le directeur de l'hospice d'aliénés, un homme à la forte mâchoire et au front très haut. D'apparence, il était parfaitement calme, mais je le devinais plutôt nerveux. Il s'était évidemment tracé une ligne de conduite, donc il voulait ne rien oublier. Néanmoins, il faillit presque s'asseoir sur son chapeau haute forme, ce que les hommes en général ne font pas quand ils ont de sang-froid. Puis, afin de paraître à son aise, il s'est mis à jouer avec un bistouri. Je ne sais pas comment je n'ai pas crié d'effroi en voyant cela, mais Mina, il m'a parlé sans détour. Il m'a dit combien il tenait à moi, bien qu'il ne me connaisse que depuis si peu de temps et que sa vie lui semblait merveilleuse si j'étais à ses côtés pour l'aider, l'encourager, le réconforter. Il désirait me faire comprendre quelle serait l'étendue de son malheur si je le repoussais, mais quand il vit mes larmes, il s'écria qu'il était une brute et qu'il ne voulait pas ajouter à mon chagrin. Il me demanda seulement si, le temps aidant, je pourrais l'aimer. Je secouai la tête, ses mains se mirent à trembler, et non sans quelques hésitations. Il chercha à savoir si j'aimais déjà ailleurs, mais il s'exprima très poliment, disant que pour rien au monde il ne voudrait m'arracher une confidence. Il demanda simplement si mon cœur était libre, parce que, dit-il, quand le cœur d'une femme est libre, l'homme qui l'aime peut garder quelques espoirs. Alors, Mina, j'ai senti qu'il était de mon devoir de lui avouer que, en effet, j'aimais quelqu'un. Aussitôt, il s'est levé, l'air très grave et toujours aussi calme, tandis qu'il me prenait les 2 mains en me souhaitant beaucoup de bonheur. Il ajouta que si j'avais jamais besoin d'un ami très dévoué, je pourrais compter sur lui. Oh ma chère Mina, en t'écrivant, je ne puis pas encore m'empêcher de pleurer. Tu pardonneras, n'est-ce pas, les traces de mes larmes sur cette lettre, être demandé en mariage. C'est charmant, et tout. Mais je t'assure, on n'est pas tout à fait heureuse quand on a vu un pauvre garçon qui vous aime sincèrement s'en aller le cœur brisé. Quand on sait parfaitement que, quoi qu'il puisse dire au moment même, on disparaîtra complètement de sa vie. Ma chérie, je m'arrête, je suis incapable d'en écrire davantage. Je suis très triste, et pourtant si heureuse. Le soir, Arthur vient de partir et je me sens beaucoup mieux qu'au moment où j'ai interrompu cette lettre. Je vais donc continuer à te raconter ma journée. Le numéro 2 est arrivé après le déjeuner. C'est un garçon absolument charmant, un Américain du Texas, et il paraît si jeune que l'on se demande s'il est possible qu'il ait déjà vu tant de pays et tant de choses.
Je ne lui ai jamais encore entendu employer un seul mot d'argot. Bon, monsieur Maurice s'assit donc à côté de moi, l'air heureux et joyeux, encore que très nerveux. Je m'en aperçus tout de suite, il me prit la main, il la serra longuement et il me dit sur un ton très, très doux: Miss Lucie, je ne suis même pas digne, je le sais, de nous délacer de vos jolis souliers, mais je pense que si vous attendez de trouver un homme qui le soit, vous attendrez encore longtemps. Ne voulez-vous pas que nous fassions route ensemble? Oui, que nous descendions ensemble cette longue, longue route côte à côte, sous le harnais. Il paraissait d'humeur si gai, vraiment, que j'ai eu l'impression que si je refusais son offre, il en serait beaucoup moins affecté que le pauvre Dr. Seward. Aussi, répondis-je à mon tour sur un ton enjoué que je ne connaissais rien en fait d'attelage et que je n'avais pas encore envie de me laisser mettre le harnais. Il s'excusa d'avoir parlé peut-être trop légèrement et me pria de lui pardonner une telle erreur en une occasion qui pour lui était particulièrement grave et importante. En prononçant ces mots, il avait l'air si navré et en même temps si sérieux qu'il me fut impossible de ne pas éprouver, de ne pas arborer la même gravité. Oh Mina, tu vas me traiter d'horrible coquette, encore que je puisse m'empêcher d'exulter, à part moi, en pensant qu'il était le deuxième aujourd'hui à me demander ma main. Alors ma chérie, avant même que je n'ai eu le temps de répondre, il se mit à déverser, oui, à déverser un torrent de paroles tendres et amoureuses déposant mes pieds son cœur et son âme. Encore une fois, il disait que tout cela avec tant de sérieux, que jamais plus dorénavant je ne penserai d'un homme qu'il est fatalement toujours d'humeur gaie et plein d'entrain, et jamais sérieux, uniquement parce qu'il lui arrive de se montrer parfois joyeux et de parler sur un mode plaisant. Sans doute l'eut-il sur mon visage quelque chose qui l'inquiéta, car il s'interrompait tout à coup et me lit, avec une sorte de ferveur fort courageuse, qui me l'aurait fait aimer si j'avais été libre. Lucie, vous êtes une jeune fille sincère, parfaitement honnête avec vous-même. Je ne serais pas ici à vous parler si je ne le savais pas, si je ne connaissais pas non plus votre franchise. Avouez-moi donc, comme si nous étions deux amis, l'un en face de l'autre. Si vous aimez déjà quelqu'un, dans ce cas, je ne vous importunerai plus jamais, mais je serai pour vous, si vous le voulez bien, un ami très fidèle. Ma chère Mina, pourquoi les hommes ont-ils une telle grandeur d'âme alors que nous, les femmes, sommes si indignes d'eux? Je m'en rendis compte soudain, depuis près d'une demi-heure, je ne faisais que plaisanter, et cet homme, à qui je m'adressais sur ce ton, était la distinction, la délicatesse même. Je fondis en larmes, car vraiment j'étais très triste, très malheureuse. Pourquoi une jeune fille ne peut-elle pas épouser trois hommes, et plus, même si elle en a l'occasion? Ne crois-tu pas que cela épargnerait bien des ennuis? Mais je le sais, ce ne sont pas des propos à tenir. Seulement, je peux dire que malgré mes larmes, j'eus le courage de regarder M. Maurice dans les yeux et lui répondre avec cette franchise dont lui-même venait de parler. Oui, j'aime quelqu'un, bien qu'il ne m'ait pas encore dit, lui, qu'il m'aimait. Je compris tout de suite que j'avais eu raison de lui parler ouvertement, car son visage s'illumina. Il tendit les deux mains, prit les miennes, je crois même que c'est moi qui mis mes mains dans les siennes, et me dit sur un ton le plus cordial: voilà une petite fille sincère et loyale, il vaut beaucoup mieux arriver trop tard pour gagner votre cœur qu'arriver à temps pour gagner celui de n'importe quelle autre jeune fille de la terre. Ne pleurez pas, ma chère Lucie, si c'est pour moi, n'ayez crainte, je suis habitué au coup et je saurai supporter celui-ci. Mais si cet autre garçon ne connaît pas encore son bonheur, eh bien il devra prouver bientôt qu'il s'en rend compte et il l'apprécie, ou bien il aura affaire à moi. Ma petite fille, votre honnêteté, votre courage, votre sincérité vous ont acquis un véritable ami, ce qui est plus rare qu'un amoureux, plus désintéressé en tout cas. Ma chère Lucie, je vais devoir parcourir un chemin bien solitaire avant de quitter ce monde pour le royaume éternel. Ne me donnerez-vous pas un baiser, un seul? Ce sera pour moi un souvenir qui éclairera ma nuit de temps à autre. Dites-vous bien que vous pouvez me le donner si cela vous plaît, puisque cet autre jeune homme, ce doit être un très bon garçon. Lucie est très attachant, très fin, sinon vous n'aimeriez pas. Et ce n'est pas encore déclaré. Ces derniers mots Mina m'attendrirent réellement. N'est-ce pas admirable de parler ainsi d'un rival, alors que d'autre part il avait tant de chagrin? Je me penchai vers lui et lui donnai un baiser. Il se leva, mes deux mains encore dans les siennes, et tandis qu'il promenait longuement ses yeux sur mon visage, je sentais que je rougissais beaucoup. Il reprit: ma petite fille, je tiens vos mains dans les miennes, et vous m'avez donné un baiser. Si cela ne scelle pas notre amitié, rien ne le fera. Merci d'avoir été bonne et
et si sincère envers moi, et au revoir. Il laissa retomber mes mains, prit son chapeau et se dirigea d'un pas rapide vers la porte, sans jeter un regard en arrière, sans verser une larme, sans hésiter, sans s'arrêter. Et moi, je suis ici à pleurer comme un bébé. Oh, pourquoi un homme comme celui-là doit-il être si malheureux quand il y a au monde tant de jeunes filles qui baiseraient le sol sur lequel il marche? Moi-même, je le ferais si j'étais libre. Seulement voilà, je ne désire pas être libre. Ma chérie, tout cela me trouble beaucoup et pourtant, maintenant, je me sens incapable de te décrire mon bonheur alors que je t'en ai déjà parlé et je ne veux rien te dire du numéro 3 avant que mon bonheur ne soit entier. Ton ami pour toujours, Lucie. PS. Oh, le numéro 3, mais ai-je besoin de t'en parler du numéro 3? Tout est d'ailleurs si confus. Pour moi, il me semble que quelques minutes à peine se sont écoulées entre le moment où il est entré au salon et celui où il m'a serré dans ses bras et couverte de baisers. Je suis tellement heureuse et je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ce bonheur, et j'essaierai seulement désormais de prouver à Dieu que je suis reconnaissante envers lui de m'avoir envoyé, dans sa bonté infinie, un amoureux, un mari et un ami. Au revoir. Journal du docteur Seward, enregistré sur phonographe. 25 mai. Assez déprimé aujourd'hui, pas d'appétit, impossible même de me reposer alors que j'en reviens à mon journal. Depuis que ma demande de mariage a été repoussée hier, j'ai l'impression de vivre dans le vide. Plus rien ne me semble assez important pour mériter que l'on s'en occupe. Comme je sais que le seul remède à cet état est le travail, j'ai rassemblé tout ce qui me restait de force et je suis allé voir mes malades. J'en ai examiné un dont le cas me paraît particulièrement intéressant. Son comportement est si bizarre que je me suis maintenant bien décidé à faire tous les efforts nécessaires pour essayer de comprendre ce qui se passe en lui. Il me semble enfin que je commence à pénétrer son mystère. Je lui ai posé plus de questions que d'habitude afin de mieux voir à quel genre d'hallucination il est en proie. Il y en avait une certaine cruauté, je m'en rends compte maintenant, à agir ainsi. C'était un peu comme si j'avais voulu le pousser à ne parler que de sa folie, chose que j'évite toujours avec mes malades, exactement comme j'éviterai la gueule de l'enfer. Nota bene. En quelles circonstances pourrais-je ne pas éviter la gueule de l'enfer? Omnia Romea, Venalia sunt. L'enfer a son prix, lui aussi. S'il existe quelque chose de réel derrière ce comportement instinctif, cela vaut la peine de rechercher exactement ce qu'il en est. Autant commencer dès maintenant. R.M. Renfield, Aetas 59, tempérament sanguin, grande force physique, excitation, période d'abattement, conduisant à des idées fixes que je ne puis m'exprimer. Pas encore. J'ai l'impression qu'un tempérament sanguin, s'il vient à se déséquilibrer, peut en arriver à obnubiler complètement la raison, et ces hommes peuvent devenir dangereux dans la mesure où ils sont pourvus d'égoïsme. Chez les égoïstes, l'instinct de conservation est un bouclier qui protège aussi bien leurs ennemis que leur propre personne. Je crois que lorsque le moi reste ferme et solide, la force centripète est en déséquilibre avec la force centrifuge. Quand le devoir, une cause, etc. constitue le point fixe, la centrifuge l'emporte et seul un hasard ou une série de hasards peuvent rétablir l'équilibre. Lettre de Quincy P. Morris à l'honorable Arthur Holmwood. 25 mai. Mon cher Art, nous sommes racontés des histoires à n'en plus finir, assis dans la prairie près du feu de camp, et réciproquement, nous avons pensé nos blessures après avoir essayé d'aborder aux îles Marquises. Puis nous avons bu à la santé de l'un et de l'autre au bord du lac Titicaca. J'aurai encore d'autres histoires à raconter, d'autres blessures à guérir et une autre santé à porter. Voulez-vous que ce soit demain soir, près de mon feu de camp? Je n'ai aucun scrupule à vous le demander, puisque je sais qu'une certaine dame est invitée à un certain grand dîner, et donc que vous êtes libre. Nous ne serons que 3. Le troisième étant notre vieux Jack Seward. Lui et moi désirons mélanger nos larmes à notre vin et de notre tout cœur boire à la santé de l'homme le plus heureux du monde, qui a su gagner le cœur le plus noble de la création et le plus digne d'être gagné. Nous vous promettons un accueil chaleureux, une réception plus que fraternelle et des vœux aussi sincères vers vous-même, votre main droite. Nous jurons tous les deux de vous renvoyer
Sieb et Maurice. Comptez sur moi, j'apporte des messages qui